tous. Alors, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette première journée des soins primaires, ce webinaire organisé sous l'égide du GIRSI Île-de-France en collaboration avec l'ARS Île-de-France et le CNGE. On a un planning extrêmement complet et chargé que nous sommes avec Bastien Mézeret, qui est coordinateur du GIRSI Île-de-France en charge d'animer ce soir. Et donc, nous vous proposons de débuter sans plus attendre et nous accueillons Sophie Martinon, qui est directrice générale adjointe de l'ARS Île-de-France, qui nous a fait le plaisir d'être présente aujourd'hui pour un propos liminaire. Donc, Madame Martinon, nous vous écoutons. Écoutez, merci beaucoup. Et moi, en tout cas, je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Je viens d'arriver à l'ARS Île-de-France il y a 2 mois et j'ai pu mesurer au cours de ces 2 mois déjà l'importance des soins primaires, et du coup je suis d'autant plus heureuse de pouvoir faire cette introduction. Malheureusement je pourrais pas rester plus longtemps, mais ça m'aura au moins permis de découvrir, puisque du coup le séminaire a éveillé ma curiosité, mais de découvrir les lauréats de cet appel à projet. Alors je sais pas, il ne faut pas les révéler dès maintenant, mais en tout cas voilà, je trouve que c'est à la fois des sujets de recherche passionnants, et du coup je me réjouis de pouvoir être parmi vous ce soir. Peut-être 2 petits mots sans être trop long, puisque vous l'avez indiqué, le timing est serré. Le premier, c'est peut-être pour souligner l'importance de la recherche en soins primaires pour l'ARS. Très clairement, d'une part, bien évidemment, c'est un enjeu qui fait écho aux orientations et aux objectifs au niveau national. Mais au-delà de cette question, je pense que l'enjeu, il est extrêmement fort à double titre. Le premier enjeu, il est bien sûr d'améliorer la prise en charge et la qualité des soins pour les patients. Et sans recherche, sans innovation, sans test de nouvelles méthodes ou de nouvelles façons de travailler, cette amélioration, effectivement, elle ne pourra pas bénéficier aux patients. Donc, sur ce point-là, je pense qu'il y a un enjeu très important de la recherche en soins primaires qui est de permettre une amélioration continue des pratiques. Et je pense que c'est un vœu et c'est une ambition, et d'ailleurs une attente des professionnels qui est extrêmement forte. Et c'est le deuxième levier pour moi de la recherche en soins primaires, c'est de créer une attractivité, une fidélisation des professionnels de santé, et notamment des professionnels du premier recours, je pense en particulier aux médecins généralistes, qui, en s'inscrivant dans cette dynamique d'innovation et de recherche, vont aussi ancrer finalement leur pratique sur un territoire ou dans une équipe de soins pluriprofessionnels ou coordonnés. Et finalement, ces 2 facteurs, à la fois l'amélioration de la prise en charge des patients et aussi l'attractivité pour les professionnels, c'est 2 enjeux, et c'est ce qui a poussé l'ARS finalement à participer à cet appel à projet et à contribuer à l'action du GIRSI, que j'en profite pour saluer. Évidemment, pour nous, ça s'inscrit aussi dans un objectif du PRS qui est assez ambitieux, qui était l'égal accès au protocole de recherche pour chaque patient. Le dernier élément peut-être que je voudrais souligner en introduction, c'est l'enjeu finalement de cette stratégie, de disposer, d'une stratégie de recherche en soins primaires qui s'appuie sur des structures d'exercice coordonnées et qui du coup permet à ces structures d'exercice coordonnées d'être réellement, d'exercer finalement leur triple vocation de soins, d'enseignement et de recherche reconnue par l'université. Et du coup, c'est ce qu'a permis la loi de modernisation du système de santé en 2016, de reconnaître cette triple vocation. Et du coup, je trouve que finalement, ce webinaire est aussi l'occasion de marquer un aboutissement depuis 2016 et d'identifier finalement le chemin parcouru depuis cette date-là, avec dans les projets qui ont été identifiés dans le cadre de l'appel à projet, des structures de soins primaires qui ont candidaté, qui ont porté un projet de recherche, bien évidemment avec des professionnels intégrés, mais je pense que c'est extrêmement important de pouvoir à la fois labelliser des structures de recherche en soins primaires et du coup de structurer progressivement cette activité de recherche et d'enseignement spécialisé. Voilà vraiment moi les 2 enjeux que je voulais souligner, celui finalement l'importance de la recherche en soins primaires et puis l'importance de structurer un réseau de structures porteuses, si j'ose dire. Et je trouve que je me félicite finalement de cette initiative
qui permet ensuite de valoriser ce qui a été financé, à la fois les résultats, à la fois les équipes de recherche et les structures de soins primaires qui les accueillent. Donc, je vous souhaite évidemment un excellent séminaire et surtout, j'espère qu'au-delà de ce séminaire, on aura, du coup, ce sera aussi l'occasion de développer encore plus par la suite cette activité de recherche en soins primaires. Merci beaucoup. Merci Madame Martinon pour ce message très encourageant et pour ce soutien qu'apporte l'Agence régionale de santé aux dynamiques innovantes dans la région et le message en plus renouvelé. Merci d'avoir consacré un peu de temps à cette introduction. Et puis, vous ne pouvez malheureusement pas rester pour tout le webinaire, mais nous aurons le plaisir d'accueillir deux collaborateurs de l'agence en deuxième partie, le docteur Béatrice Evadjian et Julien Marchal, que je présenterai tout à l'heure. Donc, je ne vous retiens pas plus et je passe la parole au professeur Olivier Saint-Lary. Merci beaucoup, Madame Martinon. Merci à vous. Excellent séminaire. Au revoir. Donc, sans plus tarder, le professeur professeur Saint-Lary est médecin généraliste, installé dans une structure pluriprofessionnelle dans les Yvelines. Il est professeur à l'Université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et chercheur au sein de l'équipe INSERM Soins primaires et prévention du Centre d'épidémiologie et santé des populations. Après avoir été responsable du secteur recherche au Collège national des généralistes enseignants CNGE, il le préside depuis décembre 2020 et va donc nous faire une intervention sur l'importance et les enjeux de la recherche en soins primaires. C'est à toi. Merci beaucoup. Donc, pour commencer, comme souvent, il convient de bien nommer les choses et le concept de soins primaires, si je pense un certain nombre de participants sont particulièrement familiers ce soir avec ce concept, il est finalement assez récent et la première définition officielle qu'on en trouve dans un texte réglementaire provient de la DGOS dans le cadre d'une circulaire de décembre 2016. Et cette circulaire précise que les soins primaires donc, englobent les notions de premier recours, d'accessibilité, de coordination, de continuité et de permanence des soins. Ils constituent la porte d'entrée dans le système de santé qui fournit des soins de proximité intégrés et continus, accessibles à toute la population, et coordonne les services nécessaires aux autres niveaux de soins. C'est le premier contact avec les patients dans le système de soins, et les soins primaires sont également structurants pour la suite du parcours au sein du système de santé. L'Organisation mondiale de la santé a, dès 2008, édicté un guide qui s'appelle « Les soins primaires maintenant plus que jamais ». Et cela fait suite à un certain nombre de travaux qui ont débuté dans les années 90 avec notamment Barbara Starfield, qui était pédiatre et chercheuse en santé publique, qui s'était intéressée à comparer différents systèmes de santé de par le monde et qui avait fait le constat que pour des pays qui avaient des PIB par habitant à peu près équivalents, les pays qui avaient les soins primaires les plus forts avaient globalement des indicateurs macro en santé qui étaient plus favorables et elle a beaucoup encouragé au développement des soins primaires dans les années 90-2000. Plus récemment, un papier qui a été publié dans le JAMA Internal Medicine en 2019 a montré aux États-Unis que lorsque on augmente l'offre en soins primaires dans une région, on diminue la mortalité de cette région. Alors, les travaux, effectivement, étaient menés aux États-Unis et ne sont pas transposables en l'état en France, mais c'est quand même des données qui nous semblent particulièrement intéressantes à avoir en tête. Donc ça, c'est le constat sur l'importance en général des soins primaires. La question maintenant, c'est le développement de la recherche en soins primaires. Et là aussi, finalement, les choses sont assez récentes, parce que le premier rapport en France qui s'intéresse à la recherche en soins primaires, c'est le rapport de Pouvourville, qui a été publié en 2006. Il a été suivi ensuite par un certain nombre de rapports, notamment le rapport Legman, Hubert et Druet, qui sont tous globalement concordants. Et je voudrais retenir ici uniquement 3 axes forts de conclusion de ces rapports. Le premier axe fort, et ça a été rappelé par la directrice générale adjointe de l'ARS, Mme Martinon, tout à l'heure, c'est que la recherche est un moteur essentiel de l'amélioration de la qualité des soins. Le deuxième axe, c'est que la recherche permet d'améliorer l'attractivité d'une discipline. Le troisième point, c'est que les soins primaires constituent un volume d'actes extrêmement important. Si on s'intéresse uniquement à la médecine générale, qui ne représente qu'une partie des soins primaires, plus de 300 millions d'actes sont réalisés tous les ans uniquement en médecine générale. La conclusion du rapport de Pouvourville stipulait que la justification première d'une recherche en médecine générale est donc qu'il existe un vaste domaine de soins offert à la population
qui ne bénéficient pas, ou peu en tout cas en 2006, d'investigations scientifiques rigoureuses, alors que celles-ci sont considérées comme nécessaires et incontestables en médecine hospitalière. Cette patientèle a des caractéristiques et présente des problèmes de santé spécifiques. Et je voudrais justement revenir sur cet aspect qui est, à mes yeux, extrêmement important dans la bonne compréhension de l'enjeu de la recherche en soins primaires. Alors, je vous propose de passer par un tout petit temps de statistiques. Alors, habituellement, c'est quelque chose qui est un peu rébarbatif, mais maintenant que le Covid est passé par là et que tout le monde est expert en épidémiologie, vous allez voir, ça va être très simple. Je vous mets juste quelques données que la plupart d'entre vous connaissent. La définition de la sensibilité, vous savez, le pourcentage de positifs chez les sujets malades, la spécificité, les patients sains, le pourcentage de tests négatifs chez les sujets sains, la VPP, la valeur prédictive positive, qui est la probabilité d'être porteur de la maladie quand le test est positif, et la VPN, qui est la probabilité d'être sain quand le test est négatif. Quand on est clinicien, et les acteurs de soins primaires sont cliniciens, ce qui nous importe, ce sont les valeurs prédictives positives et négatives. On n'a jamais un patient pour lequel on est certain qu'il a telle ou telle maladie et pour lequel on veut voir si le test est positif. Ce qui se passe, c'est qu'on a un patient qui vient nous voir et une fois qu'on lui a fait un examen clinique ou paraclinique, on va être plus ou moins avancé sur le fait de pouvoir poser un diagnostic et derrière proposer la prise en charge adaptée. Et je vous ai juste rappelé, je vous promets, il n'y aura pas d'interrogation dessus, mais je vous ai juste rappelé les chiffres sur comment on calcule une valeur prédictive positive. Sans entrer dans le détail, je voulais juste souligner en rouge que la prévalence intervient dans le calcul de la valeur prédictive positive et dans la valeur prédictive négative. Alors peut-être que pour mieux l'illustrer, je vais prendre un exemple. Si on prend la valeur prédictive positive du signe clinique fièvre pour la maladie PALU, et que vous faites ça dans un cabinet de médecine générale, la valeur prédictive positive va être proche de 0. Si vous faites ce même calcul, mais que vous êtes dans un service d'infectiologie d'un CHU, vous allez voir que la valeur prédictive positive de la fièvre pour la maladie PALU va sensiblement augmenter. Et si vous faites la valeur prédictive positive du signe clinique fièvre pour la maladie PALU, quand vous vous situez dans l'aile PALU de l'hôpital Bichat, eh ben, elle est quasiment de 100%. Et de là découle toute la prise en charge et la logique d'organisation des soins qui va être mise en place par les acteurs de soins. Et donc on pourrait décliner à l'envie. Alors évidemment sur le PALU, c'est assez caricatural, et les recommandations qui pourraient être émises depuis les services d'infectiologie de l'aile PALU ne vont pas s'adapter telles quelles pour les soins primaires, mais je vous renvoyer à un autre exemple qui pourrait peut-être vous parler. On retrouve régulièrement une notion de prévalence de l'hypertension artérielle secondaire comme étant à plus de 10% des hypertensions, environ 10% des hypertensions globales de l'adulte. Et vous imaginez bien que si c'est le cas, vous avez une prise en charge qui va devoir rechercher très largement et très régulièrement l'HTA secondaire quand on est à 10%. Si on était sur une prévalence plus proche de ce qui se passe en soins primaires, de l'ordre de moins de 1%, probablement les stratégies diagnostiques et thérapeutiques pourraient varier. Et donc il y a un enjeu central à développer la recherche pour avoir les stratégies les plus adaptées. D'une part, comme je vous l'ai dit, parce que les populations sont différentes, et je vois dans le chat que plusieurs personnes évoquent le carré de White, je ne vous ai pas fait l'affront de le remettre, mais évidemment, nous l'avons tous en tête. Les prévalences sont différentes, le stade est souvent plus précoce dans le cadre de la prise en charge en soins primaires. Il y a un certain nombre de champs qui sont adressés, qui sont plus ou moins spécifiques, je pense notamment à la prévention, au dépistage, au suivi chronique, à la décision partagée, à l'organisation territoriale, à la pluriprofessionnalité en soins primaires, à la prise en charge des patients polypathologiques, et à la question de la surmédicalisation, qui est un enjeu de plus en plus important en soins primaires. Et enfin, un point qui est soulevé, qui est la nécessité d'obtenir des données, j'allais dire cliniques, en vie réelle, qui font à l'heure actuelle cruellement défaut. Alors pour développer cette recherche, nous pouvons nous appuyer sur deux dynamiques qui sont synergiques. D'une part, le développement de la coopération interprofessionnelle. Depuis quelques années, fleurissent les maisons de santé pluriprofessionnelles, les centres de santé pluriprofessionnels, les CPTS, Communautés pluriprofessionnelles territoriales de santé, et plusieurs ouvrages, je vous ai mis éventuellement celui de la Revue française des affaires sociales, qui est assez exhaustif sur le sujet, font état de cette dynamique de regroupement et de travail en pluriprofessionnel des acteurs de soins primaires, qui est un levier majeur pour développer la recherche. Le deuxième levier, c'est l'universitarisation des professions de santé. Elle a débuté il y a un peu plus de 10 ans pour la médecine générale, avec un fort impact sur la production scientifique. Nous avons publié un papier dans Annals of Family Medicine qui évaluait cela, et on constate très nettement que les pays qui ont fait le choix d'une dynamique universitaire pour les soins primaires ont
considérablement augmenter leur production scientifique en quantité et en qualité. Et cette dynamique d'universitarisation dépasse aujourd'hui la simple médecine générale, mais s'étend aux sages-femmes, aux pharmaciens en ambulatoire également, aux infirmiers, aux kinés, et j'en passe. Et ces deux dynamiques sont synergiques et elles se rejoignent notamment dans les structures d'exercice coordonné universitaire. Nous avons identifié en Île-de-France 11 structures qui étaient soit déjà labellisées, soit en passe de l'être, que je vous ai listées ici. Et ces structures universitaires rejoignent l'exercice pluriprofessionnel et la dynamique universitaire. Et ces structures portent des projets de recherche qui sont soit locaux, je pense notamment au projet Capital, qui est un observatoire francilien des projets de CPTS avec une méthodologie mixte, quantitative et qualitative, mais aussi des projets nationaux. De nombreux SEC universitaires sont très impliqués dans l'essai Coverage, qui évalue la sécurité et l'efficacité des traitements à la phase précoce des patients atteints de Covid et qui présentent des facteurs de risque de forme grave. Et d'autres, parfois les mêmes, sont impliqués dans 2 projets, sont également impliqués dans des projets européens, notamment un projet H2020 qui s'appelle MyPEBS, qui est un essai contrôlé randomisé sur le dépistage personnalisé du cancer du sein. Donc l'implication des structures en Île-de-France universitaire est extrêmement forte dans les projets de recherche. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est de pouvoir avancer pour enclencher une dynamique de véritable professionnalisation de la recherche en soins primaires. Nous avons vu qu'il y avait un certain nombre d'avancées. On ne fait pas de recherche sans chercheurs, et les chercheurs arrivent progressivement avec la dynamique universitaire. On ne fait pas de recherche sans équipe de recherche, et je tiens à saluer la dynamique qui est lancée notamment au niveau universitaire, au niveau de l'INSERM, avec les premières labellisations d'équipes qui sont spécialisées dans le champ des soins primaires et labellisées par l'INSERM. Et on ne fait pas de recherche sans réseau d'investigateurs et sans équipe de terrain mobilisée, et c'est tout l'enjeu de la construction des réseaux d'investigateurs. Pour avancer, un certain nombre de besoins étaient identifiés, je voudrais en citer 2 ce soir. Le premier, c'est la nécessité de développer des fonctions support formées aux spécificités de la recherche ambulatoire, et je pense notamment aux fonctions d'ARC, de tech ou de chef de projet. Et le deuxième besoin, c'est le développement d'appels à projets spécifiques, qui est appelé de ses voeux depuis pas mal d'années par le CNGE, et qui a trouvé une première réalisation, et j'en profite pour remercier chaleureusement le GIRC Île-de-France et l'ARS Île-de-France qui ont permis la mise en place de ce premier appel à projet dédié sur les soins primaires cette année. Il a constitué un très beau succès. Les lauréats vont nous présenter les projets. Je vous rappelle qu'il y a eu il y a eu 24 projets qui ont été déposés, 17 qui sont partis en évaluation externe et 5 qui ont finalement été retenus. On va avoir la chance d'avoir la présentation de ces projets retenus tout à l'heure. Et nous espérons tous que cette dynamique d'appel à projet va pouvoir se prolonger dans les années à venir. Je vous remercie beaucoup à tous pour votre attention et je suis à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup, Olivier, pour cette présentation des enjeux épidémiologiques, statistiques et organisationnels et financiers de la recherche en soins primaires. Donc, vous avez l'occasion et l'opportunité de poser des questions, si vous le souhaitez, que je pourrais relayer donc au professeur Saint-Lary avant de passer à la deuxième partie, où nous pourrons, nous aurons notre moment à l'issue de la deuxième partie pour le faire, s'il n'y en avait pas. Qui fait l'évaluation des projets de recherche? L'évaluation, alors je n'ai pas plus de précision sur la question. Pour les appels à projet, pour l'appel à projet, je pense que c'est ça la question. Oui, j'imagine. Oui. Donc il y a un conseil scientifique qui a été monté pour cet appel à projet, et ce conseil scientifique était composé de 3 composantes, une composante de médecins généralistes universitaires, une composante acteurs pluriprofessionnels, notamment dans des structures d'exercice pluriprofessionnel, donc nous avions des sages-femmes et infirmières, et une composante méthodologique avec des chercheurs en santé publique, épidémiologistes qui étaient présents, donc dans un conseil scientifique, et l'ensemble des projets qui ont été estimés de grande qualité par le conseil scientifique ont été adressés à des experts hors Île-de-France pour éviter tout conflit d'intérêts. Et ce sont ces experts hors Île-de-France qui ont renvoyé, comme dans beaucoup d'appels à projets, leurs notes et que le conseil scientifique a classé et permis de retenir les projets qui ont été sélectionnés. Merci beaucoup. Une deuxième question. Ces appels à projets sont-ils généralement disponibles sur les sites de l'ARS? Écoutez, là, je pense qu'on l'a tous relayé, à la fois l'ARS, à la fois le GIRC, à la fois le CNGE. Je ne sais pas si, Olivier, tu voulais ajouter une précision. Oui, je pense qu'il y a eu un relais assez large, GIRC, ARS et NGE. Enfin, c'était les 3 structures qui ont relayé l'appel à projet.
Et j'anticipe tout de suite sur la question d'après, qui sont quelles sont les structures qui vont porter les essais, notamment en termes de promotion. Donc, volontairement, dans cet appel à projet, nous avons souhaité pouvoir élargir la promotion. Donc, les promoteurs pouvaient recourir différents statuts, que ce soit des établissements de santé, mais aussi des associations, enfin, ou des structures de soins. Et le GIRSI a proposé voilà, un soutien d'ailleurs d'accompagnement lorsque les structures avaient peut-être un peu moins d'expérience dans la promotion. Oui, tout à fait. Et donc ça, c'est des points qu'on abordera lors de la présentation que le professeur Chouaïd abordera lors de sa présentation. Idem sur les montants attribués au projet. On avait défini un montant maximum qui tenait compte de l'enveloppe qui était de 500 000 €, je crois. S'il n'y a pas d'autres questions… Oui, le montant maximum, c'est 200 000 € sur les projets. Ouais. 200 000 €. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer à la seconde partie. Merci beaucoup à Olivier pour cette introduction sur les enjeux et l'importance de développer et soutenir la recherche en soins primaires. Nous allons maintenant aborder le sujet des perspectives et des actions de soutien qui ont été mises en œuvre, donc comme tu l'as souligné, par l'ARS en collaboration avec le GIRSI Île-de-France. Et j'accueille donc pour en parler le docteur Béatrice Sevadjian, qui est médecin de formation et qui a travaillé dans le champ de la recherche et notamment dans le domaine des biotechnologies dans les années 2000 et a rejoint l'Agence régionale de santé il y a 9 ans au sein de la direction de l'offre de soins où elle est depuis 2 ans directrice du pôle Ville-Hôpital. Béatrice, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et tous. Donc, un certain nombre de choses ont été dites à la fois par Madame Martinon et par le professeur Saint-Lary, mais je vais essayer de suivre, si tu peux passer. Voilà, merci. Prochaine diapo. Oui, donc depuis sa création, la RS Île-de-France soutient la création et la pérennisation des structures d'exercice collectif, que ce soit les maisons de santé ou les centres de santé. Maintenant, quand l'arrêté d'octobre 2017 fixant les modalités de fonctionnement et d'organisation des SEC universitaires est paru, nous avons en région Île-de-France accompagné les structures volontaires et qui respectaient les conditions d'éligibilité pour obtenir ce label universitaire. Ainsi, pour être labellisé universitaire, la structure d'exercice collectif signe une convention tripartite avec l'université et l'Agence régionale de santé. La première structure d'exercice collectif qui a signé cette convention, c'est en décembre 2018, et c'était la maison de santé d'Hermont, dans le 95. Cette labellisation permet à la fois une reconnaissance institutionnelle, comme on l'a déjà dit, du travail engagé par ces structures pluriprofessionnelles dans le domaine de la recherche, de la formation, et on l'oublie, mais également du soin, puisque ce sont bien des maisons de santé ou des centres de santé qui prodiguent du soin avant tout. Cette labellisation permet aussi d'assurer l'attractivité de la structure en cohérence avec les objectifs du projet régional de santé en matière de recherche et d'innovation. Donc, un petit aperçu du nombre de structures d'exercice collectif universitaires labellisées et en cours de labellisation en Île-de-France. Donc, on a 7 structures d'exercice collectif universitaires qui sont labellisées à ce jour. Si tu peux passer l'autre. Et 4 autres le seront très prochainement. Donc là, on a fait un focus sur les 7 structures d'exercice collectif labellisées. On a 2 centres de santé et 5 maisons de santé qui sont réparties sur les 7 départements d'Île-de-France. Et sur la diapo d'après, nous avons donc là 4 structures d'exercice collectif universitaires qui sont en voie de labellisation. Comme je ne vois pas bien l'écran, je crois qu'il y a 1 centre de santé et 3 maisons de santé qui sont à ce jour en voie de labellisation. Cette labellisation n'étant pas associée à aucun financement ou aide supplémentaire, nous avons réuni un groupe de travail en 2019, donc 1 an après la parution de l'arrêté, pour connaître les besoins des acteurs quant à leur mission d'enseignement et de recherche. Donc, il était présent dans ce groupe de travail un certain nombre de représentants des structures d'exercice collectif universitaire, mais aussi la FEMASIF, la Fédération nationale des centres de santé, évidemment le GIRSI,
c'est pas noté, mais il y avait également le CNGE. Et en parallèle, donc le CNGE a interrogé les structures d'exercice collectif labellisées ou en voie de labellisation en Île-de-France pour identifier leurs besoins. Donc, les constats de ce GT de travail de l'enquête du CNGE sont d'abord une richesse, une diversité des projets de recherche qui ont été mis en œuvre au sein de ces structures. Mais on a noté quelques limites. Donc, d'abord, un manque de professionnalisation, un manque de temps le plus souvent, mais aussi le besoin de compétences supplémentaires, notamment au niveau de l'appui méthodologique. Un autre constat, le besoin d'accompagnement pour mieux répondre aux différents appels à projets. Un manque de financement, car il n'existe pas de fonds dédiés aujourd'hui permettant de soutenir des projets de recherche en soins primaires. Il existe bien sûr des appels à projets nationaux qui sont ouverts aux soins primaires, mais qui ne sont pas dédiés aux soins primaires et qui rentrent donc en concurrence avec des projets hospitaliers qui, eux, sont davantage accompagnés et reçoivent des financements. Enfin, on a noté un problème de pérennisation, puisque la recherche en soins primaires est financée uniquement sur projet, sans visibilité au long cours, puisque les ressources RH et financières ne sont pas pérennes. Donc, ainsi, suite à ces différents constats, l'ARS Île-de-France a apporté d'abord un soutien financier au GIRSI pour, comme on vous l'a dit, pour le lancement de l'appel à projet de recherche primaire en 2020, qui était destiné à tous les investigateurs, quel que soit leur mode d'exercice. Mais aussi, alors c'est la slide d'avant, je pense, non. Voilà, c'était là dans nos propositions. Donc, on a cofinancé donc cet appel à projet, mais aussi on a demandé au GIRSI IDF, qui aujourd'hui dispose d'une gouvernance qui est stable et qui intègre dorénavant des représentants des soins primaires. Et la thématique de recherche en soins primaires est un des axes prioritaires du projet scientifique du GIRSI. Donc, ce qui est à venir, c'est la slide d'après. Donc, nous envisageons à court terme, et afin de mieux structurer cette recherche en soins primaires en Île-de-France, de s'adosser, comme l'a dit Madame Martinon, sur le réseau de ces structures labellisées universitaires, en finançant certainement 1 voire 2 ECP qui vont être dédiés à la recherche en soins primaires et qui seront mutualisés certainement au niveau de la région. Donc, ils viendront en appui de ces structures pour répondre à la fois aux appels à projets, faire de l'animation et l'accompagnement des projets de recherche et être en appui de la mise en œuvre et au suivi des projets. Et enfin, ça sera dit ensuite par Julien, nous renouvellerons notre soutien financier aux appels à projets soins primaires du GIRSI. Je dis bien aux appels à projets parce que je pense qu'il y en aura plusieurs. Merci. Pour cette donc, première présentation et pour ces actions déjà réalisées, encourageantes et le renouvellement donc, du soutien de l'ARS à un certain nombre d'actions. En complément de cette présentation, je vais passer la parole donc, à Julien Marchal, qui est co-directeur de l'innovation, de la recherche et de la transformation numérique à l'Agence régionale de santé, qui y travaillait préalablement avec le directeur général de l'agence sur la coordination des chantiers du déconfinement, donc d'avril à octobre 2020. Et il était préalablement, entre 2015 et 2020, magistrat à la Cour des comptes au sein de la Chambre en charge de l'environnement, des transports et de l'énergie. Julien, je te laisse la parole. Merci Bastien. Donc la présentation s'affiche à l'écran. Bonsoir à toutes et à tous et merci pour cette invitation qui nous permet à Béatrice et moi de vous présenter quel peut être le rôle de l'agence en ce qui concerne le soutien à la recherche et merci évidemment au GIRSI de nous avoir permis de le faire. Quelques mots très rapidement parce qu'en fait l'essentiel a été dit par Sophie Martinon en introduction de ce webinaire, mais le rôle de l'agence en termes de soutien à la recherche, et Béatrice l'a aussi rappelé à l'occasion de ce qu'on peut faire avec les structures d'exercice
collectif, il est multiple et effectivement, il a été renforcé depuis 2016. L'agence intervient en ce qui concerne l'organisation, la structuration du soutien à la recherche en santé, en l'occurrence ici en soins primaires. Elle intervient aussi via des financements. Depuis le fonds d'intervention régional, le FIR, on l'a fait en 2020 avec le financement d'appel à projet et évidemment, on continuera à le faire avec le soutien au recrutement de TP ou au financement de nouveaux appels à projets. L'agence a aussi évidemment pour objectif de trouver des portages de ces projets de recherche qui soient les plus pertinents possibles. Je ne reviens pas sur la présentation qu'a fait Béatrice. Il nous paraît évidemment extrêmement important d'assurer à la fois des mutualisations, sujet essentiel en ce qui concerne la recherche, notamment pour arriver à des masses critiques de financement qui soient suffisants, mais aussi de diffusion et de bonne diffusion au sein des territoires. Là non plus, je ne reviens pas trop longuement là-dessus, puisque Sophie Martinon l'a rappelé tout à l'heure. Les objectifs de l'intervention de l'agence en ce qui concerne le soutien à la recherche en santé sont évidemment multiples. Ils concernent l'offre de soins. Le professeur Saint-Lary en a parlé tout à l'heure, Béatrice également. C'est un outil évidemment majeur pour l'amélioration de l'efficience, de la qualité des soins, de la qualité des prises en charge la plus précoce possible, puisqu'en l'occurrence, il s'agit de soins primaires. C'est un outil aussi majeur en ce qui concerne la cohérence et la pertinence des parcours, qui est un autre sujet évidemment qui est regardé de très très près par l'agence, par la direction de l'offre de soins, par la direction de l'innovation que je co-dirige. Et c'est aussi un levier majeur en ce qui concerne l'attractivité du territoire et des structures pour les professionnels de santé, ceux qui s'installent, ceux qui sont déjà en exercice. C'est un outil de fidélisation, évidemment, d'amélioration perpétuelle des compétences. Donc, c'est aussi évidemment à ce titre-là que l'agence se tient aux côtés du GIRSI dans le cadre de ce soutien à la recherche en santé et plus spécifiquement dans l'accompagnement de ces appels à projets. C'est aussi un levier majeur en ce qui concerne la demande, c'est-à-dire l'accès aux soins par les patients. Je ne reviens pas sur la présentation du professeur Saint-Lary, mais évidemment que la recherche, notamment en soins primaires, est un outil fondamental, central et indispensable de l'amélioration de la prise en charge, je l'ai dit tout à l'heure, de la cohérence des parcours. Et puis enfin, ça doit être aussi un outil qui doit être mis au service de l'égal accès aux fruits de la recherche et notamment aux innovations en santé. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la mutualisation des efforts de recherche d'une part et de la diffusion des fruits de cette recherche. Il nous paraît évidemment assez fondamental que ces efforts, qui sont ceux des professionnels de santé, des chercheurs et des structures auxquelles ils sont adossés ou rattachés, puissent évidemment bénéficier au plus grand nombre et que la diffusion des fruits de la recherche en santé, en l'occurrence en soins primaires, s'inscrit dans une logique d'équité et d'égal accès aux soins. Très rapidement, évidemment, c'est au cœur du projet régional de santé dont l'étendue va s'achever bientôt, puisqu'on va renouveler notre projet régional de santé, que dans le PRS 2, qui est celui qui est encore en vigueur, figure notamment au titre de l'axe 3, ce que je viens de mentionner, c'est-à-dire l'égal accès de toutes et tous à l'innovation d'une manière générale, à l'innovation en santé en particulier, aux produits de la recherche, et évidemment dans le PRS 3 auquel on va s'atteler bientôt, la recherche devrait également figurer évidemment en bonne place. Je termine sur les aspects plus opérationnels, et Béatrice en a déjà beaucoup parlé, donc je ne serai pas très long. Évidemment, le GIRSI est un partenaire majeur de l'agence en ce qui concerne ces projets de soutien à la recherche. Alors, je ne sais pas si c'est c'est la bonne présentation. Béatrice l'a rappelé, dans le cadre des appels à projets qui ont été lancés en 2020, le GIRSI a été évidemment un partenaire de l'agence. Enfin, on a lancé ça en partenariat et on le refera vraisemblablement.
sur les réalisations concrètes, et je terminerai là-dessus, au-delà évidemment du partenariat entre l'ARS et le GIRC, au-delà des appels à candidature qui ont pu être lancés avant 2020, notamment en 2019, rappeler que les appels à projets dont sont présents les lauréats aujourd'hui ont été lancés courant 2020, que l'agence a évidemment participé à leur financement à hauteur de 250 000 euros. C'est évidemment un projet des projets et un soutien qu'on a souhaité sanctuariser au cours de l'exercice 2021. Et comme l'a dit Béatrice tout à l'heure, on va effectivement reconduire ce soutien pour l'année en cours avec de nouveaux appels à projets, et on est vraiment très heureux de pouvoir le faire. Merci beaucoup. Merci pour ces précisions et ces éclaircissements sur le rôle et les missions de l'agence en matière de recherche. C'est vrai que ce n'est pas forcément là qu'on attend les agences régionales de santé de manière prioritaire. Je sais que c'est un champ d'action qui a été investi par l'ARS, donc c'est important aussi de préciser à chacun en quoi ça consiste et concrètement quelles en sont les actions. Donc Julien, tu as beaucoup parlé du GIRC. C'est vrai que c'est aussi je pense un champ, un objet non identifié pour un certain nombre d'acteurs, notamment dans le champ des soins primaires. Donc je laisse la parole maintenant au professeur Christos Chouaïd pour nous présenter justement le rôle et l'engagement du GIRC. Le professeur Chouaïd est professeur de pneumologie à Paris 12 et au centre hospitalier intercommunal de Créteil. Il est spécialiste en oncologie thoracique et en santé publique et il préside donc le GIRC Île-de-France depuis juin 2019. Je vais avoir un petit diaporama. Je vais être assez bref pour vous présenter le travail et la structure du GIRC Île-de-France. C'est une structure extrêmement souple. C'est un collectif, en fait, de 30 membres régionaux, bien sûr, au service de la recherche dans toutes ses composantes. Juridiquement, on est issu de la création des structures interrégionales de recherche clinique qui ont commencé à être mises en place en 2005, qui ont évolué en juillet 2011 pour trouver leur forme actuelle en juillet 2012. Avec, en tout cas en ce qui concerne l'Île-de-France, la signature d'une convention de coopération entre 18 établissements ayant une activité de recherche. Et il faut souligner que pour l'instant, on est régi par une convention de collaboration et qu'il n'y a pas de personnalité juridique, mais on est en train d'évoluer vers une personnalité juridique autonome. Alors, la gouvernance, à la suite de la lettre de mission qui a été montrée tout à l'heure et qui est extrêmement importante, qui a été extrêmement structurante pour nous. C'est une gouvernance qui est une gouvernance tournante avec un collège des hôpitaux généraux, le CHUV représenté par la PHP et les hôpitaux publics à but non lucratif. On s'est mis ensemble et on a pu réaliser avec l'accord de l'ARS et pour rentrer dans les orientations que l'ARS souhaitait mettre en œuvre, un projet scientifique qui est supporté donc par un modèle de gouvernance qui est adapté aux enjeux de l'Île-de-France. L'Île-de-France, comme vous le savez, c'est quand même très souvent compliqué. Donc je crois que ça nous a pris quelques mois, mais c'était extrêmement important d'avoir cette gouvernance stabilisée. Et c'est ce projet scientifique, comme ça a été dit, qui a permis de faire rentrer les acteurs des soins primaires dans la gouvernance et de faire rentrer la recherche en soins primaires parmi l'un des axes prioritaires du GIRC pour les années qui viennent. Ce n'est pas le seul, hein. Vous verrez également que la recherche en soins, la recherche en santé mentale, la recherche en santé publique, au-delà de la recherche clinique classique, sont également des axes que nous souhaitons porter en accord avec nos tutelles. Donc voilà un peu les différents acteurs du GIRC Île-de-France. L'Île-de-France est une région compliquée, hein, puisqu'on est nombreux avec des acteurs d'excellente qualité. On a des centres anticancéreux qui sont parmi les meilleurs d'Europe, des ESPIC qui sont extrêmement performants, un tissu de structures extra-hospitalières extrêmement denses. Et un des enjeux qu'on a, c'est
de faire fonctionner harmonieusement et de mutualiser nos forces. Quelques chiffres des établissements et des acteurs qui font partie du GIRSI, au-delà de la PHP, avec sa force et son réseau de recherche clinique majeur, 8 établissements ESPIC et CLCC, 18 établissements hors AP, et les soins primaires qui sont représentés par, qui ont deux représentants. La présidence est tournante pour les 6 années qui viennent. J'ai commencé en tant que représentant des hors AP, et puis ce sera 2 ans de présidence par AP, puis 2 ans par les ESPIC. Et vous voyez qu'on a un nombre de voix par collège qui nous permet de travailler de manière collégiale. Alors, quels sont les leviers pour aider à la recherche clinique, en particulier la recherche clinique en soins primaires, mais pas que? Historiquement, on était essentiellement centré sur le PHRIC, c'est un PHRC régional. Alors, je voudrais rappeler quand même que le budget de ce PHRC régional est de 7 millions d'euros chaque année et qu'il n'est pas réservé exclusivement à des thématiques hospitalières. Il est bien sûr complètement ouvert à l'ensemble des acteurs, y compris à des projets réalisés en médecine ambulatoire. Il y a le projet dont on va parler aujourd'hui, qui est l'appel à projet de recherche en soins primaires. On a eu 24 projets, ça a été dit. Aujourd'hui, on va voir les lauréats. Ce que je voudrais souligner, c'est la qualité des projets qui ont été reçus. Et je suis tout à fait conscient du travail qui a été fait, au-delà des projets qui ont été retenus par l'ensemble de ces acteurs, parce que lorsqu'on n'est pas dans une structure de recherche, je sais très bien que c'est du temps pris en plus par rapport à son activité habituelle pour pouvoir postuler à ce type de projet. Et puis, on vient de lancer un projet, toujours en accord avec l'ARS et avec le soutien de l'ARS, centré là sur la recherche à destination des paramédicaux d'Île-de-France, qui là aussi a connu un succès assez important. On aura l'occasion d'en parler peut-être plus spécifiquement. Donc, vous voyez, les appels d'offres, c'est quand même un élément extrêmement structurant qui permet d'identifier pour nous des acteurs qui souhaitent s'engager dans des activités de recherche dans des axes de soins primaires ou de recherche en soins. Alors, plus spécifiquement, cet appel d'offres, ça a été dit, il a été ouvert largement, on a essayé de communiquer le plus largement possible. Il a été doté de 500 000 euros. En fait, la qualité des projets reçus a fait qu'on a augmenté un peu le plafond et je crois sous couvert d'Olivier, que la somme qui a été utilisée est plus près de 600 000 euros, voire même un peu plus. Donc, vous voyez, on est prêt à augmenter même notre engagement. Le deuxième axe, au-delà des appels à projets, c'est l'appui aux établissements, aux structures qui font la promotion. On peut mettre à disposition, en fonction des besoins, l'aide d'un méthodologiste, des activités de vigilance. On organise des web-séminaires juridiques et les établissements membres du GIRSI ou les acteurs de la recherche clinique peuvent interroger le GIRSI et on les aide à trouver une réponse lorsqu'ils ont un questionnement juridique. Et puis, on a également la possibilité d'orienter les différents acteurs vers des expertises portées par les différents établissements ou structures Île-de-France en termes de biostat, de médico-économique, de conseils juridiques comme je l'ai dit. On a également un levier qui est extrêmement important, qui est porté par un des établissements membres du GIRSI, qui est Versailles, l'hôpital de Versailles, qui a développé depuis des années une formation en ligne aux bonnes pratiques en recherche clinique et qui nous permet d'avoir le certificat de formation au BPC. C'est ouvert, il n'y a pas de frais d'inscription et ça permet vraiment de répondre aux qualités de formation qu'on nous demande maintenant de plus en plus dans les protocoles. On organise des formations sur différents domaines, que ce soit une formation en médico-économie, des formations à la spécificité de la recherche en soins. Et on organise également des sessions de formation aux activités de promotion et d'investigation.
Et on peut également organiser à la demande d'un des acteurs des formations plus spécifiques. Le quatrième levier, qui est un élément extrêmement important, c'est dans cette région qui est vaste, où on se connaît peu, c'est de créer des réseaux. Un des objectifs, et Bastien Mézeret, notre coordinateur du GIRSI, joue un rôle essentiel, et d'essayer d'animer des groupes de travail sur des thématiques spécifiques qui nous permettent d'avoir un répertoire de ce qui se fait et des besoins dans un domaine particulier. On a parlé aujourd'hui de la santé primaire, mais un autre grand, je dirais, accent un peu de la recherche, en tout cas insuffisamment aidé, est la recherche en santé mentale. Et c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de structurer en mettant en place un réseau régional d'acteurs intéressés pour s'engager dans des projets de recherche en santé mentale. Nous organisons également, lorsqu'il n'y a pas d'épidémie de Covid, des événements régionaux comme celui-là. Et nous essayons de mettre en place également une cartographie des compétences et des formations. Enfin, notre dernière mission est un peu comme le projet qui est issu du groupe de travail des soins primaires, de mettre à disposition des établissements sur un financement DGOS, celui-là, non pas sur un financement ARS, de mettre en place des équipes mobiles de soutien à la recherche clinique en cancérologie. Ça, c'est une orientation nationale, et donc la cancérologie est un choix national qui est renouvelé d'année en année. Donc, pour finir, j'aimerais vraiment tous vous remercier de votre présence sur ce séminaire, sur cet axe de la recherche en soins primaires qui, comme vous le savez, est extrêmement important pour nous. Et j'aimerais également remercier l'ARS qui est représentée en force ce soir, parce que au-delà des mots et des discours, leur présence montre qu'il s'agit d'un soutien réel, et si j'ai bien compris, qui va être renouvelé dans le temps, donc ce qui est très important pour la thématique qui nous intéresse ce soir. Merci. Merci beaucoup. On va pouvoir passer donc aux questions qui ont été posées, dont certaines ont été posées donc dans le chat. La première concernait probablement l'intervention de Béatrice sur les SEC universitaires. Une SEC universitaire peut-elle être sur un département sans CHU? Donc là, peut-être rappeler voilà, les critères de fonctionnement et de labellisation. Donc ça, ce ne sont pas deux choses connectées, et c'est une question qui est très proche d'une autre sur est-ce que la labellisation d'une SEC dépend uniquement des médecins de la structure ou est-ce que la structure peut être aussi labellisée si d'autres professionnels de santé non médecins font de la recherche? Oui. Alors là, la réponse est non, je crains. En fait, ce sont justement les critères d'éligibilité et les modalités de fonctionnement qui sont inscrits dans l'arrêté de 2018. En fait, l'obligation, c'est qu'on ait au sein de ces structures d'exercice collectif, donc qui sont, je rappelle, soit maison de santé, soit centre de santé, qu'il y ait obligatoirement un enseignant titulaire ou associé en médecine générale, et un chef de clinique, je dis bien et un chef de clinique ou un ancien chef de clinique de médecine générale ayant une mission de recherche en soins primaires. Je dirais que c'est ça les conditions. Et ensuite, évidemment, dans les activités, c'est faire du soin, de la recherche et de la formation. Maintenant, les paramédicaux, enfin les autres professionnels autres que médicaux, peuvent évidemment faire de la recherche, et c'est même souhaitable, mais ce n'est pas ça qui permettra d'avoir la labellisation. Ok, très bien, très clair. L'autre question concerne plutôt l'appel à projet. Quel a été le montant attribué au projet accepté? Donc ça, peut-être Olivier ou Christos, l'un d'entre vous peut préciser. Oui, alors les montants en différé, peut-être que les porteurs pourront le dire, mais de mémoire, je crois qu'il y a deux projets qui avaient demandé le maximum possible, donc 200 000 euros, et puis les trois autres qui avaient demandé un financement inférieur. Je crois que le plus bas, c'était de l'ordre de 30 000 euros. Donc ça s'est étalé entre 30 000 et 200 000 euros sur les projets qui ont été retenus. Ok, oui, c'est vrai que l'enveloppe totale était de 500 000 et le montant maximum par projet
de 200 000, ce qui était déjà voilà, très important pour des projets, mener à bien des projets ambitieux. Qui sont les 2 représentants des soins primaires au sein du GIRSI? À nouveau, je vous pose la question. Je ne sais pas si tu veux répondre, Christophe, sinon je vais le faire. Donc, il y a 2 représentants. Donc, une qui est Stéphanie Sidorkiewicz, qui est maître de conférences universitaire à l'Université de Paris et installée dans la CPTS du 13e arrondissement. Et le deuxième qui est Frédéric Villebrun, qui est médecin généraliste, maître de stage et installé en centre de santé et qui est coordinateur des centres de santé. Donc on va passer aux présentations effectivement des heureux lauréats. Alors, le premier lauréat est une lauréate, mais elle va être remplacée par un lauréat parce qu'elle est actuellement en congé maternité. Donc c'est le docteur Mathilde François, qui est maître de conférence à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et qui est porteuse du projet ADOMA et qui va être secondée et brillamment secondée par le docteur Vincent Tarazona, qui est médecin généraliste installé à Suresnes et qui est chef de clinique universitaire en médecine générale à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines depuis 2019. Donc Vincent Tarazona, je te passe la parole. Oui, bonjour. Merci à tous. Merci encore et bonjour à tous. Je suis ravi de remplacer le docteur Mathilde François pour cette présentation de notre projet ADOMA qui porte sur l'antibiothérapie différée en médecine générale avec l'exemple de l'otite moyenne aiguë. Nous sommes partis d'un constat simple. La France est le 3e pays le plus consommateur d'antibiotiques en Europe. Les prescriptions, elles sont essentiellement réalisées par les médecins de ville et portent pour 44% d'entre elles sur des affections ORL. La réduction de l'antibiothérapie, c'est un enjeu majeur de santé publique. Et c'est pourquoi notre projet, c'est d'étudier les facteurs prédictifs du choix de l'antibiothérapie, qu'elle soit immédiate, différée ou absente, avec une attention toute particulière sur la prescription différée d'antibiotiques. Qu'est-ce que c'est déjà la prescription différée d'antibiotiques? C'est remettre au patient une ordonnance avec la consigne de débuter l'antibiothérapie après un délai donné en fonction de l'évolution de ses symptômes. Plusieurs études, alors aucune en France, mais plusieurs études ont montré la diminution de la consommation d'antibiotiques dans le cadre d'une prescription différée d'antibiotiques. Et donc, ça nous a semblé être une alternative crédible et très importante dans le cadre à la prescription d'antibiotiques initiale. Et pour rappel, sans modification de nos pratiques, l'antibiorésistance aux bactéries pourrait être responsable de plus de 10 millions de décès dans le monde en 2050. Et pour l'instant, on n'a pas réussi à réduire la consommation d'antibiotiques. On constate plutôt une augmentation entre 2011 et 2016 de cette consommation d'antibiotiques en France. Notre projet, du coup, c'est vraiment de comprendre la prescription différée d'antibiotiques en France et de la promouvoir dans un second temps. Nous faisons l'hypothèse que les facteurs prédictifs des 3 attitudes thérapeutiques, donc je le rappelle, l'antibiothérapie initiale ou d'emblée, l'antibiothérapie différée ou l'absence d'antibiothérapie dans l'otite moyenne aiguë, pourrait être lié aux caractéristiques du médecin, aux caractéristiques du patient et aux caractéristiques de la maladie. Et donc, c'est l'objet de cette étude. On prévoit 300 médecins généralistes installés en Île-de-France et d'inclure du coup plus de 2000 patients dans cette étude pour recueillir les caractéristiques médecins-patients et les caractéristiques liées à la maladie. Ce qui nous permettra de décrire les différentes prises en charge par les médecins généralistes, d'écrire les taux de consommation d'antibiotiques en fonction de la prise en charge et d'identifier les facteurs prédictifs des différentes prises en charge. Nous faisons une deuxième hypothèse qui est que les patients qui consomment les antibiotiques en dehors des recommandations de leur médecin sont peut-être des patients qui ont un niveau de littératie en santé plus faible.
on prévoit ou en tout cas, il est prévu de réaliser un profil type de patient consommant l'antibiotique en dehors des recommandations de son médecin. À ce jour, on manque cruellement de données concernant la prescription différée d'antibiotiques, les attitudes des médecins généralistes et les habitudes de consommation d'antibiotiques des patients. Et donc, c'est pourquoi ce projet ADOMA est fondamental. Il nous permettra par la suite, du coup, d'informer sur la prescription différée d'antibiotiques, de diffuser la prescription, en tout cas, c'est l'espoir que l'on en a, de diffuser la prescription différée d'antibiotiques et ainsi de réduire la consommation d'antibiotiques. C'est vraiment un enjeu majeur. Et le projet, du coup, c'est vraiment une première pierre, ce projet ADOMA. Il nous fournira les informations nécessaires à la mise en place d'un essai contrôlé randomisé permettant d'estimer l'efficacité et la tolérance de ces différentes prises en charge et éventuellement d'évaluer les rapports coût-efficacité, ce qui n'a jamais été réalisé dans la littérature actuellement. Je vous remercie de votre attention. Et je vous propose qu'on prenne peut-être une ou deux questions sur ce projet, s'il y en a. Une question, est-ce que est-ce que c'est uniquement en Île-de-France? Alors, je ne sais pas si c'est le recrutement, est-ce qu'il aura lieu uniquement en Île-de-France? Alors, le recrutement est prévu essentiellement en Île-de-France. Si on n'obtient pas les 300 médecins, on s'appuiera sur d'autres centres comme Toulouse ou Nantes qui ont les mêmes appétences pour la surmédicalisation. Mais il est prévu que ce soit en Île-de-France essentiellement. Une deuxième question, est-ce que ce sont des médecins généralistes ou des pédiatres, ou les deux ou... Il est prévu que ce soit des médecins généralistes. Ben, on te remercie beaucoup, Vincent, pour cette présentation. Donc, je crois que voilà, le projet va démarrer dès que la coordinatrice va revenir du congé maternité, ce qui est imminent. Et je vais passer la parole donc, au docteur Frédéric Chevalier, qui est médecin généraliste et qui exerce à Hermont dans le Val d'Oise, qui est chef de clinique à l'université Sorbonne Paris-Nord et qui est le coordinateur du projet MATCH. Bonjour à tous, merci de pouvoir présenter ce projet. Donc le projet MATCH signifie modélisation des attentes territoriales croisées des habitants et des soignants. Alors, pour pouvoir passer mes diapos, je me mets là. Donc, comme vous le savez, il y a une augmentation continue des consultations aux urgences. Depuis 20 ans, par exemple, il y a une multiplication par 2 des consultations aux urgences. Et c'est une question qui est vraiment d'actualité depuis assez longtemps. Et récemment, les CPTS se sont vus attribuer une responsabilité dans la gestion des soins non programmés qui a été partiellement mobilisée lors de la Covid. Il y a le service d'accès aux soins qui est en cours d'expérimentation avec une régulation médicalisée téléphonique qui a été mise en place. Et il y a aussi un forfait de réorientation des urgences, des patients aux urgences, qui sont rémunérés pour rediriger les patients vers des consultations en ambulatoire. Quand on fait une revue de la littérature, on est assez marqué par le fait que cette décision est bien sûr prise par les usagers de consulter aux urgences, mais que les études elles-mêmes s'intéressent à des patients déjà aux urgences, donc on ne s'intéresse pas à l'amont, et on s'intéresse plus aux soignants qu'à l'usager. Donc on trouve ça un peu étrange que les principaux concernés ne soient pas impliqués dans cette sphère de la recherche. Et nous, on veut vraiment s'intéresser au contexte local, et beaucoup de questions, en fait, restent en suspens. Quelles sont les réponses locales qui existent? Donc, il y a une grosse hétérogénéité entre les régions. Est-ce qu'il y a des démarches spécifiques des usagers face à un besoin médical urgent? Est-ce que la réponse des professionnels rejoint les attentes des usagers? Quel est le rôle des structures localement existantes comme les maisons de santé, les centres de santé, les pôles de santé? Comment intégrer une réponse organisée dans le cadre des CPTS? Comment prendre en compte le point de vue des usagers
et comment intégrer ces usagers dans la gouvernance de ces CPTS. Donc, cette recherche s'inscrit dans une notion de Health System Responsiveness qui a été évoquée par l'OMS en 2009, qui vise vraiment à prendre en charge les usagers dans un contexte local donné. Donc, notre projet s'inscrit sur 4 territoires, 4 CPTS, qui va évaluer la congruence entre la demande de soins non programmés par les usagers et l'offre de soins par les professionnels de santé au sens large. Il s'agit d'une recherche-action qui vise, d'une part, à voir comment intégrer des usagers dans cette réflexion-là, et donc dans la gestion de CPTS, et comment organiser les CPTS pour répondre à cette problématique. Donc, dans les chercheurs qui ont participé au travail, il y a par exemple Madame Olivia Gross, qui est titulaire de la chaire patient-enseignant, Mohamed Gadi, qui est également impliqué dans beaucoup d'associations patients, et on réfléchit effectivement à intégrer des chercheurs dans chacun des territoires qui seraient co-chercheurs de l'équipe de recherche. Donc, ce projet se présente sous plusieurs volets. Il y a un volet compréhensif avec une étude assez qualitative où on va interroger d'une part les usagers, d'autre part les professionnels et évaluer l'adéquation entre les deux. Une méthode plus quantitative où on va essayer de décrire ces 4 territoires et essayer d'identifier aussi si des données sont utilisables en routine pour la gouvernance locale. Et enfin, un volet interventionnel où on va essayer de modéliser le processus de diagnostic territorial et éditer un guide pour l'organisation et la gestion des soins non programmés sur ces territoires. Merci de votre attention. Quelques questions. Est-ce que tu peux nous préciser quels sont les 4 territoires impliqués dans la recherche? Nous avons donc 4 CPTS. Il y a la CPTS de Paris 10e, la CPTS de Hermont, la CPTS de Lagny et celle de Pantin. Donc, il y en a certaines qu'on retrouve justement dans les structures labellisées pour la recherche. Et par contre, on s'est attaché à ce que ces territoires soient tous assez différents en termes de ressources, urgence ou pas, permanence des soins ou pas. Voilà, on a vraiment voulu qu'il y ait une hétérogénéité dans les territoires concernés. Alors, il y a une proposition d'aide qui apparaît dans les questions avec « Bravo Frédéric, très beau projet. Si tu le souhaites, la CPTS de Saint-Quentin-en-Yvelines peut aider sur le projet. » Donc, voilà, je te laisse prendre contact avec Frédéric Urbain qui se propose. Voilà. Une autre question sur est-ce que les élus locaux sont impliqués? Oui, effectivement. On va chercher effectivement à voir comment on interagit avec eux au même titre que les ressources plus médicales. Et on veut aussi avoir un comité consultatif où on va interroger des gens des urgences, des gens de différentes structures. Mais effectivement, c'est important d'impliquer les différents acteurs non médicaux du territoire. Et alors, justement, pour poursuivre sur cette question des acteurs non médicaux, tu as évoqué la question des usagers co-chercheurs dans le travail de recherche. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment vous organisez cela? Donc, on a des usagers qui sont déjà impliqués à Paris 13 dans la formation des étudiants en médecine, donc qui nous ont aidés et qui continuent à nous aider à designer ce projet de recherche. Mais on veut aussi intégrer des chercheurs des différents territoires, donc qui sont acteurs de leur territoire, pour aussi leur donner une certaine légitimité éventuellement à participer ultérieurement dans les CPTS. Donc, leur modalité d'intégration n'est pas encore totalement consensuelle, puisque quand on intègre des nouveautés de ce type, il faut arriver à trouver un consensus avec les différents acteurs, mais probablement qu'ils auront un rôle dans l'analyse des données, dans là où on pourra chercher les données parce qu'ils connaissent leur territoire, ils ont une expertise, pas forcément des entretiens, mais de leur territoire. Et c'est à mon avis important en tant que rentrant dans une démocratie sanitaire, on puisse intégrer les usagers à tous les niveaux de ce processus de recherche. Ok. Eh bien, merci beaucoup Frédéric, c'était très clair dans cette présentation. Ah, il y a une dernière question qui apparaît peut-être. Quel profil d'usager interrogez-vous? Quels sont les profils de soignants qui seront interrogés? Alors, au niveau des profils, donc pour les usagers, on veut avoir les profils les plus diversifiés possibles, surtout dans la phase qualitative, et on veut notamment interroger des personnes particulièrement fragiles, soit dans les soins de la santé mentale, soit des gens qui ont du handicap. Et donc, en fait, on aura un gros travail de recrutement pour le diversifier. Et au niveau des professionnels, on veut aussi partir des réponses des usagers sur les professionnels à mobiliser. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des professionnels que nous, spontanément, on n'aurait pas identifiés. L'ostéopathe, par exemple, dans la lombalgie, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans ce que nous disent des patients. Peut-être le pharmacien,
peut-être un proche qui a une action de santé et qui est dans la santé lui-même. Donc vraiment, on veut partir des perceptions des usagers sur quelles sont leurs ressources pour après les intégrer dans notre réflexion. Merci beaucoup. On va passer maintenant la parole à Roxane Liard, qui va nous présenter le projet qui a été déposé par Mariella Skendi. Mariella et Roxane sont toutes les deux médecins généralistes exerçant en cabinet de groupe. Roxane est installée dans le 13e arrondissement et Mariella dans le 10e arrondissement. Et elles sont toutes les deux chefs de clinique au département universitaire de médecine générale de Sorbonne Université. Et Roxane, nous te passons la parole. Alors, avec Mariella, on a présenté ce projet. On est ravis de vous le présenter aujourd'hui et on voulait profiter de l'occasion pour remercier particulièrement le groupe de travail sur l'échographie ciblée du Collège de la médecine générale et le département d'Aalborg au Danemark et d'Oslo avec lequel on travaille étroitement depuis le début. Alors, le projet EcoMG, il va parler de l'échographie ciblée en médecine générale. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est l'échographie ciblée? On l'appelle aussi échoscopie ou POCUS, Point of Care Ultrasound en anglais. Et c'est un outil d'aide au diagnostic innovant qui se démocratise de plus en plus dans nos cabinets, grâce en particulier à la portabilité des appareils et au développement des formations de plus en plus accessibles. Alors c'est un examen qui est complémentaire de l'échographie qui est faite par la radiologue et dont le but est vraiment d'enrichir l'examen clinique et de répondre à une question précise, oui/non, qui découle de l'anamnèse et de l'examen clinique du praticien. Alors, pourquoi c'est intéressant de s'y pencher? C'est qu'actuellement, en France, on n'a pas de données publiées concernant son utilisation en médecine générale, ni de recommandations de bonnes pratiques et sur les indications. Au niveau européen, on commence à avoir des indications spécifiques à la médecine générale chez les pays scandinaves. Et récemment, aux États-Unis, il y a eu des recommandations sur la formation des internes en médecine générale à l'échographie dans leur cursus. Notre protocole est le volet français d'une étude européenne avec l'équipe danoise d'Aalborg qui a lancé le projet d'abord afin de décrire leur pratique de l'échographie ciblée et ils ont fini leur inclusion, ils ont plus de 600 patients, ils commencent à publier et le protocole norvégien est en cours à peu près en parallèle du nôtre. Pourquoi c'est intéressant encore de s'y pencher? C'est que ça s'est beaucoup développé dans les services d'urgence et dans d'autres spécialités comme la médecine interne et dans ces spécialité, ça a montré que ça permet de faciliter le parcours de soins du patient, que ça facilite la démarche diagnostique. Donc, notre travail va être la première pierre d'un travail plus ambitieux. Et donc, le but va être d'écrire l'utilisation de l'échographie ciblée en médecine générale en France et de décrire son impact diagnostique et thérapeutique. Comment ça va se passer? On va avoir une trentaine de médecins investigateurs qui font de l'échographie ciblée dans leur cabinet, dont la grande majorité sont en Île-de-France et qui vont pouvoir inclure tous les patients qui auront une échographie ciblée dans leur cabinet au cours d'une consultation de médecine générale. Juste avant l'échographie, les médecins devront répondre à un questionnaire assez précis avec en particulier quelles étaient leurs hypothèses diagnostiques, comment ils pensaient orienter le patient et quelle était la prise en charge thérapeutique. Durant l'échographie en elle-même, nous allons recueillir la durée de l'examen, quels sont les organes balayés et récupérer les images des médecins. Et juste après l'écho, on va leur reposer les mêmes questions pour voir s'il y a une modification de leurs hypothèses diagnostiques, de l'orientation du patient ou de la prise en charge thérapeutique qu'ils imaginent. Actuellement, nous avons fait les déclarations CNIL, comité d'éthique, et le gros du travail est d'adapter, de traduire le matériel qui nous vient de l'équipe danoise au système de soins français et en particulier des soins primaires français parce qu'il y a des différences entre les pays, ce qui fait la richesse de ce travail européen. Et nous sommes en train de recruter notre réseau d'investigateurs. On espère commencer à inclure les patients en début 2022. Nous avons besoin de vous. Si vous êtes médecin généraliste et que vous pratiquez l'échographie ciblée dans votre cabinet, vous pouvez nous contacter pour devenir investigateur au sein de notre étude. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez avoir accès à notre protocole Clinical Trials avec ce QR code où vous aurez tout le détail des questionnaires et de la population de l'étude. Merci beaucoup. Quelles sont les recommandations norvégiennes? Alors, ça a été. Alors, les recommandations ne sont pas uniquement norvégiennes, elles ont été faites avec plusieurs pays scandinaves. Elles se
elles font suite à un consensus avec plusieurs médecins, un groupe de médecins de soins primaires. Et en fait, elles sont assez larges. Je les ai pas toutes en tête là. Aujourd'hui, il y en a environ une trentaine. Et elles sont vraiment spécifiques à l'utilisation en soins primaires, en particulier détecter un anévrisme de l'aorte abdominale ou savoir dater une grossesse intra-utérine par voie suspubienne. Donc, il y en a environ une trentaine. Elles couvrent tous les organes et sont assez larges. Et le but, c'est aussi, avec ce travail-là et avec des indications, de pouvoir formaliser le contenu des formations à viser des étudiants, à nos étudiants en médecine générale, nos internes. Merci beaucoup. Une deuxième question, est-ce que tous les investigateurs seront formés de la même manière ou est-ce qu'on accepte des formations hétérogènes? Alors, on accepte les formations hétérogènes. Les critères d'inclusion sont de pratiquer régulièrement des actes d'échographie sur plus de 2 organes différents. Et au tout début de l'étude, il y aura une évaluation en fait de la pratique des médecins, donc avec un évaluateur et une personne de l'équipe de recherche qui ira sur place pour évaluer les investigateurs, le but n'étant pas de faire un classement, mais de faire un état des lieux justement de la pratique aussi de nos investigateurs. Dans ce cadre-là, nous sommes en train de traduire et de valider des scores ECOS, justement dans le but d'avoir une idée des connaissances et des compétences des médecins généralistes qui exercent dans leur cabinet. Alors, je ne sais pas si c'est une proposition à participer, mais une question, est-ce que le recrutement des volontaires est national ou juste en Île-de-France? Alors, on a, de fait de notre réseau, pas mal d'investigateurs qui seront en Île-de-France, mais le recrutement sera national. On a une équipe dans le sud, donc il n'y a pas de restriction territoriale pour le recrutement des patients et des médecins surtout. Une dernière question, je ne sais pas si tu pourrais y répondre, mais est-ce que l'échographie ciblée pourrait aider à pallier la désertification médicale de certaines spécialités, j'imagine notamment échographiques en France? Alors, c'est sûr que la pratique de l'écho ciblé en ville n'est pas la même en ultra-urbain que les médecins qui exercent au niveau rural. Je n'ai pas la réponse à la question. C'est vrai qu'on a l'impression en effet que ça permet de diminuer le recours aux soins secondaires. Par exemple, dans l'étude danoise, pour laquelle ils commencent à publier leurs résultats, les médecins passent de 50% d'adressage en soins secondaires à 25%. Donc, on n'a pas de précision sur est-ce que ça diminue les actes d'imagerie ou le recours à un autre spécialiste. Mais en tout cas, on a envie de se dire que oui, probablement, ça va pouvoir aider les médecins de ce côté-là, mais pour ça, on a besoin d'une formation et d'indications spécifiques. Alors, pour tenir l'horloge, je vais vous poser une dernière question. Est-ce qu'il y a des restrictions sur les modèles d'échographie utilisés? Enfin, d'échographes, pardon. D'échographes, il faut qu'ils aient globalement moins de 10 ans, mais a priori, il n'y a pas de grosses restrictions sur les modèles d'échographes utilisés. Après, s'il y a des médecins qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter, on discutera avec vous, on verra si c'est faisable ou pas en fonction des caractéristiques de chacun. Ok. Eh bien, merci infiniment pour cette présentation très claire. Et pour essayer de tenir le temps, je vais devoir passer la parole au docteur Tan Phan, qui est médecin généraliste à la Maison de santé pluriprofessionnelle universitaire de Fontainebleau, qui est chef de clinique des universités en médecine générale et maître de stage à l'université Paris-Est-Créteil, actuellement en Master 2 d'éducation thérapeutique du patient à Sorbonne Université. Tan, je crois que ton projet concerne la lombalgie, c'est à toi. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, merci au GIRSI, à l'ARS Île-de-France de me faire l'honneur de présenter l'étude EFIBAC. Ce projet comporte un comité de pilotage qui est pluriprofessionnel avec des médecins généralistes de santé publique, et ce qui fait l'originalité de ce projet avec des masseurs-kinésithérapeutes. Alors, pourquoi ce projet? La lombalgie constitue un problème majeur de santé publique. Elle a une prévalence de 84% sur une vie entière et a des répercussions individuelles et socio-économiques importantes. Les médecins généralistes et les masseurs-kinésithérapeutes sont des soignants de premier recours qui sont essentiels pour les patients lombalgiques, mais la collaboration entre ces professionnels reste peu développée. Elle est caractérisée le plus souvent par l'absence de concertation, de coordination et de suivi.
Pourtant, la collaboration interprofessionnelle est une pratique recommandée qui renforce le système de santé et améliore ses résultats. C'est le cas, par exemple, des expérimentations ASALE pour Action de santé libérale en équipe, avec des dispositifs de collaboration infirmières, médecins généralistes dans le cadre des pathologies chroniques. Et justement, pour les patients lombalgiques chroniques, de nouveaux parcours de soins ont été décrits qui sont basés sur la prise en charge multidisciplinaire, la communication interprofessionnelle, les ressources pour améliorer la qualité des soins et l'approche centrée patient. Mais ces parcours ne reposent pas sur des modèles de collaboration médecins généralistes kinésithérapeutes et leur efficacité n'a pas été évaluée. Tout le projet FIBAC qui repose sur la structuration d'un parcours de soins interprofessionnels coordonnés des patients lombalgiques chroniques et à risque de chronicisation en soins premiers. Et l'intervention prévue dans cette étude comportera une formation justement des médecins généralistes et des kinésithérapeutes à l'interprofessionnalité et un suivi des patients avec un plan de soins adapté. L'objectif de cette étude, il est d'évaluer l'efficacité clinique de cette intervention à 3 et 12 mois sur l'incapacité fonctionnelle et la qualité de vie des patients versus la pratique usuelle. Et l'impact de cette intervention à 12 mois sur les consommations de soins liées à la prise en charge des patients lombalgiques sera également évalué. Pour ce faire, un essai contrôlé randomisé multicentrique sera conduit en 2 bras parallèles, un bras intervention et un bras témoin, dans des structures de soins premiers ambulatoires en Île-de-France. Donc, seuls les médecins généralistes recrutés seront randomisés par centre, soit dans le bras intervention, soit dans le bras témoin. Si le médecin est dans le bras intervention, des binômes médecins-kinésithérapeutes seront constitués. Et si le médecin est dans le bras témoin, il exercera de façon habituelle avec un kinésithérapeute ou non. Les critères d'inclusion des patients seront un âge entre 18 et 65 ans et une lombalgie chronique ou à risque de chronicité, selon les définitions de la Haute Autorité de Santé dans sa recommandation qui est sortie en 2019. Si on s'intéresse plus près au bras intervention, donc les binômes médecins-kinésithérapeutes participeront, comme je vous l'ai dit, au préalable à une formation à l'interprofessionnalité d'une journée. Et lors de la consultation d'inclusion des patients, donc le médecin prescrira de la kinésithérapie, puis le patient sera revu par le médecin après 1 à 3 séances de kinésithérapie pour évaluation clinique précoce. Et le plan de soins sera évalué à chaque fois, à chaque consultation avec le médecin et le kinésithérapeute. Et le plan de soins sera discuté entre les 2 professionnels par des canaux de communication de leur choix. Ça peut être en présentiel, par téléphone ou par mail ou par une fiche de liaison électronique justement qui sera prévue et accessible aux professionnels sur une plateforme sécurisée. Et la durée de suivi des patients sera de 12 mois. Quel que soit le bras de l'étude, des consultations de suivi seront prévues à 3 et 12 mois avec le médecin généraliste pour recueillir les données d'incapacité fonctionnelle et de qualité de vie du patient. Donc, si vous voulez participer à cette étude, vous pouvez contacter le docteur Sébastien Davidovix et le docteur Hugo Lamy, qui sont membres du réseau recherche du Collège des généralistes enseignants de Créteil, qui sont en charge du recrutement et du suivi de participation des investigateurs. Et pour toute question relative à l'étude, vous pouvez contacter Victor Lebro, qui est masseur kinésithérapeute, le docteur William Mira ou encore moi-même, qui coordonnons l'étude. Merci pour votre attention. On a le temps pour maximum 2 questions. Peut-être, moi j'en ai une sur comment vont être organisées justement ces formations à l'interprofessionnalité. Alors juste après la randomisation et après qu'on ait identifié les médecins qui seront dans le bras d'intervention, donc il y aura des binômes qui seront constitués. Donc les médecins donneront 3 noms de kinés. Donc ça peut être un kiné avec qui ils travaillent d'habitude, soit dans la même structure ou autour de la structure de soins, ou s'ils n'ont pas de kiné avec qui ils travaillent d'habitude, on leur attribuera un kiné à partir d'une liste qu'on aura préétablie en amont. Et ensuite, une fois que les binômes seront constitués, ils seront conviés à une réunion de présentation d'études, puis à une journée à la formation à l'interprofessionnalité qui sera d'une journée. Donc cette formation a déjà été écrite et donc, tu as répondu en plus à la question de Mathilde dans ta réponse. Et une dernière question, les consultations de suivi des patients seront rémunérées dans le cadre de l'étude ou bien dans le cadre habituel du parcours de soins? Oui, le budget de l'étude a été prévu pour les consultations de suivi à la fois avec les médecins généralistes et les kinésithérapeutes. Donc, il y aura 3 consultations avec le médecin et 1 à 3 consultations avec le kinésithérapeute. Donc, ce sont des consultations qui seront prévues, oui.
Merci beaucoup, Tan, pour ce projet très clair et très ambitieux. Merci infiniment. Et on va passer la parole au docteur Caroline Huas, donc, qui est médecin généraliste installé en maison de santé pluriprofessionnelle, maître de stage des universités, formée à la recherche, j'allais dire une des premières formées à la recherche, et titulaire d'une thèse de sciences et d'une habilitation à diriger les recherches, qui est membre du CESP et de l'équipe de recherche de la Fondation Santé des étudiants de France. Caroline, c'est à toi. Merci à tous de m'offrir la possibilité de présenter ce projet, qui est donc MG Integrado sur l'efficacité de la promotion du rôle des médecins généralistes dans un dispositif de soins intégrés en santé mentale et à l'adolescence. Donc, vous connaissez tous la difficulté de faire financer un projet de recherche en médecine générale. On en parle depuis 1h30 maintenant. Vous connaissez aussi la difficulté de faire financer un projet de recherche clinique en santé mentale et également la difficulté de faire participer des adolescents à des études en vie réelle. Et en fait, ce projet, MG Integrado, rassemble ces trois composantes. Et donc, c'est une belle histoire que je vais vous raconter, et en partie grâce à vous. Cette histoire repose sur un concept et une opportunité. Le concept, c'est l'intégration des soins en santé mentale aux soins primaires, qui a été défini par l'OMS comme la gestion et la délivrance de services de santé pour les usagers, qui leur permettent de recevoir un continuum, dont on a déjà parlé, de soins à la fois préventifs et curatifs, et en adéquation à leurs besoins, et à différents niveaux du système de santé. Et les revues de la littérature ont montré leur impact positif en termes d'accessibilité, de qualité des soins, de vécu des patients, de santé et de coût. On sait que 75% des troubles psychiatriques débutent avant l'âge de 18 ans, et on sait que très peu d'adolescents sont pris en charge, et combien c'est difficile actuellement d'accéder à des soins de santé mentale. Maintenant, l'opportunité, c'est que j'ai intégré l'équipe de recherche de la Fondation Santé des étudiants de France en 2018. Cette fondation est un des acteurs de santé intéressants pour les adolescents, puisqu'elle a une composante à la fois médico-sociale et pédagogique. À mon arrivée, était en train d'être monté le projet d'évaluation des dispositifs relais. Et en fait, MG Integrado s'est greffé sur ce projet-là. Donc, il y a 5 dispositifs relais en Île-de-France, dont l'action correspond aux Indicated Primary Preventive Interventions. C'est des structures d'intervention précoce en santé mentale pour les adolescents. Et c'est des structures qui sont reconnues à l'international. Notre hypothèse est qu'une mise en relation systématique du dispositif relais avec le médecin généraliste est garante d'une amélioration à la fois de l'accompagnement et de la fluidité du parcours de soins. En effet, les équipes des dispositifs relais reconnaissent ne pas impliquer le médecin généraliste dans la prise en charge des ados. Et ça permettra à terme une meilleure santé des adolescents, à la fois somatique et psychique. Ce projet vise donc à évaluer l'existant, les besoins du terrain, à la fois du côté des usagers, des équipes relais et des médecins généralistes, puis de construire une intervention à partir de ces données avec une procédure de contact entre les relais, les médecins généralistes et de la mettre en œuvre, et puis d'évaluer son effet et l'évolution à 6 mois de l'état de santé des adolescents. C'est donc une étude d'intervention en méthode mixte avec une évaluation avant-après et qui est prévue pour une durée de 2 ans. Donc, j'espère vous donner rendez-vous dans 1 an, par exemple, pour la prochaine réunion du GIRSI, j'espère en présentiel, pour vous présenter les premiers résultats d'évaluation. Et je vous remercie de votre attention. S'il y a une ultime question, nous la prenons. Et sinon, on va donner le mot de la fin à Christophe Schweid. Une question qui sort. Combien vous allez inclure d'adolescents, a priori? Alors, les adolescents, en fait, il y a 2 parties. Il y a une partie quantitative et qualitative. Dans la partie quantitative, il est prévu une évaluation de 700 adolescents à chaque temps d'évaluation. D'accord. Et la toute dernière question, est-ce que c'est lié à l'expérimentation Écoute et moi, qui existe dans certains territoires également d'Île-de-France? Non. D'accord, au moins c'est clair. mais par contre, je ne sais pas qui a posé la question parce que je ne le vois pas sur mon écran, mais je serais ravie d'en discuter avec vous. Ok, c'est le docteur Frédéric Urbain et je pense qu'il... Ça ne m'étonne pas du tout. Ok, merci infiniment. Bonjour, Caroline, Frédéric. et merci à tous les orateurs pour ces présentations. Christos, on te donne le mot de la fin. Oui, écoutez, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir été aussi nombreux à assister à ce web séminaire.
Je crois que c'est vraiment très encourageant. Je renouvelle encore une fois mes félicitations aux lauréats, mais également à tous les gens qui ont soumis un projet, parce que comme ça a été dit par Olivier et le conseil scientifique à des multiples reprises, les projets reçus étaient quand même de grande qualité. Je pense qu'on est tous convaincus en écoutant les présentations, les 5 présentations qui sont quand même impressionnantes de la richesse de la recherche clinique qui peut être réalisée en soins primaires. Hein. Ça va de l'otite à des choses quand même assez compliquées comme les adolescents en santé mentale. Et je suis d'accord que là, c'était trois enjeux majeurs. L'échographie, c'est passionnant. La sciatique en multiprofessionnel, c'est compliqué avec la randomisation sur les médecins. Les filières de soins faisant intervenir, l'évaluation des filières de soins non programmées faisant intervenir des usagers, je crois que c'est vraiment des domaines que je trouve, moi, en tant qu'hospitalier, passionnants. Ce qui a été dit aujourd'hui quand même très clairement, c'est l'engagement. Il y a eu un message très fort de l'ARS. Je ne sais pas si les représentants de l'ARS sont toujours là, mais il y a eu un message quand même très fort sur une aide qui serait renouvelée. Et donc, nous, en tant que GIRSI, nous nous engageons également à participer à un deuxième appel centré sur les soins primaires. Et comme ça a été dit par la dernière intervenante, Caroline Haas, vivement qu'on puisse, dans quelques mois, dans un an, se retrouver peut-être en présentiel avec des premiers résultats de ces essais qui sont passionnants. Merci. Olivier, peut-être pour conclure. Je voudrais juste rajouter que vous allez recevoir, je crois, une petite feuille pour évaluer le web séminaire. N'hésitez pas à la remplir. Un grand merci également aux organisateurs du web, Bastien Lézeret, le coordinateur que vous avez pu voir au début du séminaire, et puis à Oriane Noir et son agence qui ont fait au mieux pour que les problèmes techniques soient résolus. Merci à tous et à bientôt.